heureusement, nous avons déjà en ce moment un groupe de chercheurs qui se consacre à l'analyse du discours scientifique, avec Françoise Bastide à leur tête. Alors, l'analyse poursuivie pendant plusieurs années des discours scientifiques en biologie, en médecine, ont bien montré que la recherche expérimentale consiste essentiellement à construire des objets sémiotiques qui sont des objets conceptuels, mais que la sémiotique est capable de traduire dans un langage cognitif l'ensemble de ces opérations de la construction de l'objet. Alors, donc, un champ immense, disons, s'ouvre à l'expérimentation et à la formulation, je ne dirais pas formalisation, formulation, soyons prudents, pour la sémiotique. Je ne sais pas jusqu'où on peut aller trop loin dans ce domaine, mais pas plus tard qu'avant-hier, un de mes élèves m'a remis un texte de 150 pages intitulé L'approche sémiotique de la théorie quantique, de la théorie des quanta, physique ondulatoire. Bien, alors, maintenant, si on revient à cette considération que la syntaxe sémiotique est essentiellement une syntaxe modale, alors on voit qu'il faut faire un grand effort pour développer les différents aspects selon les modalités de cette syntaxe, selon les modalités prises en considération. Et en premier lieu, évidemment, la sémiotique déontique, la sémiotique des devoirs, parce qu'elle a déjà un précédent, un effort parallèle, celui de la logique déontique, enfin, qui vous est connu tout de même en Finlande. Vous voyez, avec des noms comme Henrik et Hintika, enfin, ce domaine n'a plus de mystère pour vous, je suppose. Alors, traduit ça, on a compris. On a compris, c'est tout. Bien. Alors, seulement, enfin, si les logiciens s'acharnent, disons, sur l'aspect de devoir-faire, sur l'aspect déontique imputable au sujet, on ne doit pas oublier qu'il y a la place pour une sémiotique volitive, également. Vous me direz que c'est un champ qui est occupé avec plus ou moins de puissance par la psychanalyse. Seulement, la sémiotique, je crois, a des choses à dire sur la question, ne serait-ce que parce qu'elle se proposerait volontiers de formaliser la psychanalyse, ce que les psychanalystes refusent toujours de faire, en refusant tout métalangage. Là, il se montre infidèle à l'héritage de Sigmund Freud, qui, lui, parlait constamment d'une métapsychologie. Mais pour ne pas attaquer les psychanalystes de front, nous avons commencé, Aristote, évidemment, et en cherchant à voir comment se présentait quelque chose qui, à travers toute la philosophie classique, paraissait comme partie intégrante de tout système philosophique, c'est-à-dire la théorie des passions. Alors, pendant toute une année, les gens qui travaillaient avec moi dans mon séminaire se sont promenés, d'Aristote à Spinoza, en passant par Descartes, en aboutissant à Nietzsche et à Freud, finalement, pour constater que l'ensemble des philosophes, quand ils produisaient leur théorie des passions, leur donnaient une forme taxinomique, c'est-à-dire une pure paradigmatique, un arbre, comme on le disait tout à l'heure ce matin. De manière inattendue, c'est Nietzsche et Freud qui ont les premiers commencé à interpréter les passions en termes de syntagmatique, en termes de discours, comme des séquences d'un discours intérieur, disons.
oui, ou d'un discours en présence d'un autre sujet. Alors, c'est à partir de là, donc, que nous avons cherché à remplacer les dénominations des passions telles que colère, avarice, générosité, etc., admiration, remplacer ces dénominations lexicales par leurs définitions. Et ces définitions sont toujours actentielles et comportent deux sujets, sujet et antisujet, leur interrelation et des modalisations différentes